Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Ferrari doit désigner Leclerc comme son pilote leader. Alors je sais pas s'il parle de cette saison ou de la prochaine, mais bon, là de toute façon c'est trop tard. Le fait est que Leclerc est le leader. Carlos fait de l'excellent travail, mais il n'a pas encore dominé Charles, n'est-ce pas? C'est un peu comme Perez en quelque sorte. Il forme une très bonne équipe. Carlos était en fait plutôt rapide à Monza, mais il va devoir passer à un autre niveau s'il souhaite faire de l'ombre à Charles. Je pense qu'Elkann a raison. Si vous voulez lutter face à Verstappen et Red Bull, vous devez vous mettre votre meilleur pilote en avant. Il n'y a pas de place pour les sentiments en F1. Ce qui est dit était dur, mais juste. Il l'a fait sans rajouter davantage de pression à Ferrari, qui en a subi déjà suffisamment. À l'époque où Schumacher dominait, je disais, alors que vous pouviez parier votre maison, qui allait gagner la course. Il suffisait d'observer la manière dont son équipe opérait son pilotage. Vous ne prendriez pas un tel risque aujourd'hui en voyant Ferrari. Oh que non. Bah pour 2023, faut voir, mais je pense pas qu'ils disent que Leclerc sera le leader l'année prochaine. Dès maintenant en fait. Ils l'ont pas fait en 2022, donc c'est pas pour le faire pour 2023 en 2022. Après avoir, je sais pas ce qu'ils feront. Ferrari de toute façon, c'est des clowns. Allez, ciao. Perez, ça m'est égal de terminer deuxième ou troisième du championnat. Le Mexicain travaille plus que jamais pour retrouver la victoire. Bah non, mais je suis désolé, en tant que pilote, tu veux faire le meilleur résultat possible, il devrait pas dire ça en fait. Il faut qu'il finisse deuxième, surtout avec la voiture qu'il a, enfin... C'est la meilleure voiture du plateau maintenant, donc désolé Sergio, mais là, ta mission est de finir deuxième. C'est important pour moi de bien terminer l'année, d'être compétitif, de gagner à nouveau. Des courses, ce sera mon objectif lors des 6 courses restantes, retrouver la victoire. Le championnat est déjà pratiquement gagné pour Max. Ça m'est égal de terminer deuxième ou troisième. Le plus important pour moi est de redevenir compétitif. Je veux bien finir 2022 afin de commencer très fort 2023. Je rêve de remporter le Grand Prix de Mexique. Espérons que tout se déroule bien lors des 2 prochaines courses afin d'arriver en pleine forme en Amérique. Ouais, mais je suis pas sûr que Verstappen lui laisse une victoire comme ça, comme à l'époque de Schumacher faisait des fois Barrichello. Il forçait pas trop, il lui laissait gagner des courses. Il revenait fort derrière, mais il attaquait pas. Donc, par contre, le Max, il veut tout bouffer. Il veut pas lui laisser la victoire au Mexique. Ça, c'est clair. Je crois que lors des dernières courses, alors que la voiture évoluait, je me suis moins bien adapté, mais c'est comme ça. Je travaille désormais avec les ingénieurs pour tenter de revenir. Je suis le même pilote qu'il y a 6 mois, il n'y a aucune différence, mais la F1 se joue sur de petits détails et 2 dixièmes représentent une grande différence. Je crois que ça a été la clé. Lors des derniers Grands Prix, je passais le week-end à essayer de m'adapter à la nouvelle voiture et ça a rendu les choses plus compliquées. C'est pas quelque chose de nouveau en F1, ça se produit très souvent. Je ne cherche aucune excuse, je travaille plus que jamais. Ceux qui me connaissent savent que je sais inverser la tendance lorsque les choses deviennent plus compliquées. Je suis certain de bien terminer l'année. Bon, on en reparlera à la fin de l'année, justement. Pas sûr qu'il finisse si bien l'année que ça, notre ami Perez. À voir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Sainz, mon père m'a aidé à devenir un prédateur en sport auto. Un prédateur, carrément, Carlos Sainz. Oula, pourquoi pas? J'étais très timide, j'étais ami avec beaucoup de gens. Dans les autres pilotes de course, lorsque je débutais en karting, je me faisais sortir de la piste par des personnes que je n'aurais pas cru capables de faire ça, car nous avions de bonnes relations dehors de la voiture. Mon père me disait, dans la vie comme dans n'importe quel sport, soit tu manges les autres, soit tu te fais manger. Tu dois être celui qui est dur, car si ce n'est pas le cas, tu seras la proie. Ce conseil a changé ma carrière. Une fois que je mets mon casque, je fais en sorte d'être le prédateur et non la proie. Mon père était double champion du monde durant l'âge d'or du rallye, à l'époque où tout le monde suivait la discipline en Europe, c'était énorme. Mais ça signifiait que je ne le voyais pas beaucoup car il était très occupé. Certaines années, il était absent entre 250 et 300 jours par an. J'ai donc grandi sans le voir beaucoup. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans le sport auto, je comprenais que ça se ferait au prix d'une pression supplémentaire car tout le monde allait regarder comment le fils de Sainz s'en sortirait. C'était difficile au début car lorsque vous avez 11 ans, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes davantage scruté que les autres. Mais on s'y habitue. Pour ce qui est de la course, je parie qu'il y a quelque chose de génétique dans tout ça car il y a une partie de moi dans une petite voiture électrique. Attendez, c'est quoi cette phrase-là? Il y a une vidée de moi? Non mais... Il y a une vidéo de moi dans une petite voiture... Une vidéo, ah oui d'accord, putain. Une vidéo de moi dans une petite voiture électrique lorsque j'avais 2 ans et demi. Je faisais des 360 et je prenais les virages à la perfection. Je ne pense pas que mon père m'ait appris cela, mais en voyant cette vidéo, je me dis que quelque chose dans mon corps savait déjà piloter, je suis né pour faire ça. Ah, moi je trouve qu'il se la raconte beaucoup, notre ami Carlos, quand même. Bon là,
Ça va les chevilles là? Putain, t'as rien prouvé mec encore, hein. T'as gagné une course, super, mais bon, grâce à ton écurie, hein. C'est Leclerc qui devait gagner cette course. Ouais, il m'énerve lui, il m'énerve. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao. Les records que peut battre Verstappen en 2022. Donc le nombre le maximum de victoires en une année. Bon, en même temps, il y a 22 courses. À l'époque, il y en avait 18. Ça aide, hein, évidemment. Ce record allait forcément tomber. Enfin, forcément. Pas forcément, mais bon. C'est sûr que quand t'as une voiture dominatrice, ça peut aider, quoi. Nombre de victoires consécutives en F1. 9 Vettel en 2013 et Alberto Ascari en 1952. Pour l'instant, il en est à 6 d'affilée. Autre record. Celui du nombre de points marqués en une année. Aujourd'hui, le record a été fixé par Hamilton en 2019. 413 points. Avec 21 courses contre 22 aujourd'hui. Verstappen en compte actuellement 335. Il est de plus aidé par l'organisation de courses sprint qui octroie plus de points cette saison. Il suffira à Verstappen de gagner 3 grands prix supplémentaires pour n'être plus qu'à 3 points du record d'Hamilton. Un record additionnel pour aussi probablement tomber le nombre de points d'avance au championnat sur son dauphin. Actuellement, la performance a été établie par Vettel en 2013. Il avait 155 points d'avance à la fin du championnat sur Alonso le deuxième. Pour l'instant, Verstappen a 116 points d'avance sur Leclerc. Verstappen pourrait en outre devenir le pilote à réussir le plus de meilleurs tours en une année. Il en compte 5, mais le record est tout de même fixé à 10 par Michael Schumacher en 2004 et Raikkonen en 2005 et 2008. Enfin, Verstappen a déjà battu un record, il a gagné depuis 7 positions de départ différentes sur la grille en l'espace d'une année. Quel talent ce Max. Oh là là, super Max, hein. Allez, putain la photo, je vous laisse commenter, ciao. Allez, pour finir la semaine, dernière news, le Grand Prix de Monaco a été prolongé dans une certaine amertume apparemment. Boeri admet des concessions à la FOM qui ne seront peut-être pas réalistes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'affaire est close, c'est signé aux conditions qui sont celles que nous avons acceptées, sachant que nous sauvegardons l'essentiel de nos prérogatives et que certaines choses qui ont été dites, comme un contrôle à venir des spectateurs sur les balcons et terrasses, ne sont pas faisables matériellement. Il faut que ce soit clair et que tout le monde arrête de se faire du souci. En revanche, il reste quelques points de détail, comme les ventes de t-shirts sauvages, qui ne peuvent pas avoir lieu. On nous impose certains modèles et logos, mais ce sont de petites choses par rapport à ce qu'on risquait. Il est vrai que ce n'a pas été facile, et contrairement à ce qui a été écrit, par défaut de traduction, on ne sort pas de là fier. On sort de là au mieux soulagé et content d'en avoir fini. Lorsqu'on lui demande si la FOM se retrouve maintenant en position de force dans la négociation, étant donné la popularité de la F1, Boeri ne dit pas que la CM était sous pression. Le prince Albert serait même intervenu pour sauver la course. Le prince s'est rapproché de certaines personnes pour rappeler que le dialogue ne serait jamais stoppé et que l'on n'arriverait pas à une situation de conflit ou de blocage. Ça nous a permis de conclure rapidement sur un prix intéressant avec quelques concessions, encore une fois, il faudra voir sur le terrain comment elles pourront être respectées et réalisées. À l'instant où il a été connu que le Grand Prix était indispensable à Monaco, le jeu de poker que nous menions était faussé. Ça aura été mieux négocié ou moins bien négocié, mais le but est atteint, sachant que nous ne sommes pas les seuls dans la compétition. La France a été évincée, l'Allemagne n'a plus le Grand Prix, l'Italie va devoir faire un effort, la Belgique est en sursis. On a tiré notre épingle du jeu, peut-être pas très glorieusement, mais nous sommes là pour en parler. C'est déjà pas mal, n'oublions pas que 5 ou 6 possibilités de Grand Prix n'ont pas été attribuées, et ne le seront qu'à une hauteur d'engagement financier que nous ne pourrions plus supporter. Quant à la durée de 3 ans, qui peut sembler faible pour un tel Grand Prix prestigieux, Boeri assume et confie que la FOM risque de se casser les dents en ayant voulu reprendre certaines choses sous son aile. Les 3 années ne nous ont pas été imposées, c'était mon choix. Beaucoup de clauses qui ont été imposées aujourd'hui doivent être revues parce qu'elles ne sont pas matériellement réalisables. Donc j'ai préféré imaginer que dans 3 ans, ayant goûté aux joies et aux difficultés de l'organisation du Grand Prix, ces messieurs de la Formule 1 reviendraient peut-être à des sentiments de souplesse. Ce qui est souhaitable pour eux, comme pour nous, puisque personne n'a envie d'être dans le scandale d'une organisation ratée. C'est une vue de l'esprit de penser que chaque point du contrat doit être exécuté à Monaco. Ayant constaté la difficulté de ces clauses, nous pensons qu'ils seront peut-être heureux eux-mêmes de modifier le contrat. Il y a un contrat type qui est infligé à chaque organisateur. Les contrats sont secrets, mais on s'en est pas trop mal sorti. Il y a un différentiel de 1 à 4 sur les prix du plateau. Nous ne sommes pas le Grand Prix qui paie le plus cher. Mais pour les prochaines négociations, ils recommenceront sans moi. Le temps a passé très vite et je suis resté parce que ça me plaisait bien. On avait une certaine autonomie, une liberté d'entreprendre. On pouvait inventer, modifier les choses. Maintenant, on est encadré. À l'instant où on est contraint, ça fatigue. Il fut un temps où nous traitions entre Européens et nous savions jusqu'où on pouvait aller dans les négociations avec des questions de tradition qui comptaient. Il y avait une manière de penser les Grands Prix dont la source était européenne. Ça a été le cas sous Ecclestone, on s'est battu, mais on s'est arrangé. Nous ne parlons pas de balestre, mais on s'est arrangé aussi.
Ça a été plus sauf avec Mosley et avec Todd, nous n'avons eu aucun problème. Aujourd'hui, la question n'est plus envisageable sur le même rapport affectif et historique. Il y a une société qui est là pour gagner de l'argent. Ça n'a rien d'outrageant, mais plus ils en gagnent, mieux c'est. Si un Grand Prix offre 5 fois plus que ce que nous on peut offrir, normalement il gagne. Enfin, le président de la CM précise notamment que la FOM reprendra à son compte la réalisation TV, même si un réalisateur associé propre à Monaco sera toujours présent, en mal nécessaire. Dans la vie, il y a le règlement, la sensibilité et l'intelligence. Chacun appartient à un régiment. Mais pourquoi on se tournerait le dos? Surtout quand l'objectif commun est de réussir. Ça n'a pas toujours été le cas avec les directeurs de course, c'est vrai, mais c'est logique que nous soyons impliqués chez nous pour une question de connaissance du terrain. Nous sommes opérationnels, ensuite se grèvent des problèmes commerciaux et juridiques. Nous n'avions pas l'habitude, on fait du sport. Oh putain, c'était long cette interview, c'était chiant aussi. Oh là là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, c'est aussi chiant qu'un Grand Prix de Monaco en fait. Hein. Donc voilà, en gros, ils sont pas très contents. Ils sont contents d'avoir prolongé, mais pas à certaines conditions, on va dire. Donc on verra dans 3 ans ce qu'en est ce Grand Prix de Monaco. Est-ce qu'il perdurera en F1 ou est-ce qu'il s'arrêtera? Je ne sais pas. Bon, à vous de me donner votre avis. Ciao.